Que faut-il comprendre en observant ce lieu? Cet objet est-il placé là par hasard ou nous fournit-il des informations essentielles? Une œuvre ne peut-elle être qu'une grande métaphore? Voilà les questions qui animeront votre réflexion en écoutant l'analyse d'aujourd'hui. Aussi, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans Métaphore-moi ça. Quoi de plus métaphorique que le conte? Histoire courte, au message ou à la morale explicite, le conte contrebalance sa modestie de mots par sa richesse de symboles. Blanche-Neige, le conte étudié dans cette vidéo, en est la preuve idéale. Même si ce mythe apparaît sous différentes formes, la version la plus connue date de 1812. Cette version a été établie par les Allemands Jacob et Wilhelm Grimm, deux illustres conteurs à l'origine d'une kyrielle d'œuvres emblématiques. Ces œuvres, d'ailleurs, ont été adaptées et popularisées tout au long du XXe et du XXIe siècle par le groupe Disney. Blanche-Neige n'a pas échappé à la règle. Mais le message d'un conte, écrit au début du XIXe siècle, s'adapte-t-il toujours au public d'aujourd'hui? Qui plus est, à un public enfant? Quelle est la morale derrière l'histoire de cette princesse à la peau couleur neige? N'attendons plus et laissons-nous happer par la symbolique de ce conte, une symbolique flottant autour du conflit parent-enfant. Avant d'entamer l'analyse approfondie de toute la symbolique de ce conte, il me semble nécessaire d'en faire un bref résumé. En effet, l'histoire s'éloigne en partie de l'idée que nous avons tous de Blanche-Neige et les 7 nains, le film de Walt Disney. Pour l'ensemble de cette analyse, je me baserai sur la traduction de Frank et Halsben de 1869, qui reste aujourd'hui la plus connue. Blanche-Neige est une fille de roi qui a perdu sa mère à sa naissance et qui vit aux côtés de sa belle-mère, une femme vaniteuse qui ne se soucie que de son apparence, allant jusqu'à demander à son miroir magique qui est la plus belle des femmes. Tout semble aller pour le mieux, jusqu'au jour où le miroir lui affirme que Blanche-Neige, en grandissant, est devenue plus belle qu'elle. Ne tolérant pas cette situation, la belle-mère charge un chasseur de l'assassiner. Incapable d'un tel acte, le chasseur libère la jeune fille dans la forêt voisine. Esselée et confuse, Blanche-Neige découvre, au fond de ce bois, une maisonnette, celle des 7 nains. Ils acceptent de la loger si, pendant qu'ils sont à la mine, elle s'occupe de la maison et des tâches ménagères. Durant leur absence, la belle-mère, qui a appris la traîtrise du chasseur, voyage jusqu'à la maisonnette et tente de tuer Blanche-Neige. D'abord en l'étouffant avec le lacet d'un corset, puis en l'empoisonnant avec un peigne, et pour finir en lui faisant avaler un morceau de pomme ensorcelé. Les deux premières tentatives échouent grâce à l'intervention des nains, mais la dernière aboutit. La défunte Blanche-Neige est installée dans un cercueil de glace pour que sa beauté reste visible. C'est alors qu'un fils de roi s'égare dans la forêt, lui aussi, et découvre Blanche-Neige. Enivré par sa beauté, il convainc les nains de lui laisser l'emmener dans son royaume. Pendant le voyage, les porteurs du cercueil trébuchent et le font tomber, ce qui aide Blanche-Neige à recracher le morceau de pomme bloqué dans sa gorge. Les deux enfants de roi tombent amoureux et se marient. Aux noces, la belle-mère est invitée. Lors de la cérémonie, elle est forcée de porter des pantoufles de fer ardent et à danser jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'histoire, ici résumée, s'arc-boute donc en majeure partie sur la relation belliqueuse entre les deux femmes. Nous y découvrons aussi d'autres personnages, eux masculins, comme les 7 nains et le fils du roi. Cependant, ces personnages ne sont là que pour justifier l'évolution de Blanche-Neige et de sa belle-mère. Passons maintenant au premier message soulevé dans le conte des frères Grimm, une mise en garde contre la beauté physique et le matérialisme. Les frères Grimm ne peuvent pas être plus clairs dans ce qu'ils veulent transmettre. S'attacher à des choses éphémères telles que la beauté et la jeunesse n'apporte que des maux et des souffrances. Et cela peut créer un conflit, comme nous l'avons vu dans la première partie, entre la mère et sa fille. Lorsque Blanche-Neige naît, sa mère naturelle meurt.
Nous pouvons voir cette mort au sens strict, un décès regrettable, comme au sens figuré, la mère laissant la place et la jeunesse à sa fille. C'est à Blanche-Neige de devenir femme. Cependant, la belle-mère vient remplacer la défunte et donc, symboliquement, reprendre une place de femme et non de mère. C'est de cette situation que naît le conflit. La fille va inévitablement évincer sa mère par sa jeunesse et sa beauté naissante. Et la belle-mère, dans ce conte, refuse de laisser sa place. L'envie et la jalousie ne firent que croître en elle, et elle n'eut plus de repos, ni jour ni nuit. Je ne veux plus la voir devant les yeux. Cette dualité conflictuelle entre les deux personnages est également retranscrite par un objet créant des reflets, le miroir. Petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays? Et le miroir répondait, Madame la reine, vous êtes la plus belle. Par ce fait, le miroir se veut le symbole de l'orgueil, de la recherche de la beauté éternelle. Dans un même temps, cette glace réflective renvoie la réalité, sans mentir, sans biaiser. Le miroir dessine le temps qui passe et ses conséquences sur l'être humain. Il s'établit donc en tant que porte-étendard de la vérité. Elle savait qu'il disait la vérité. Elle savait que le miroir ne mentait pas. Outre l'aspect physique, le miroir incarne, métaphoriquement, le reflet de l'âme d'une personne. Quand elle eut 7 ans, elle était aussi belle que le jour, plus belle que la reine elle-même. Mais la beauté d'une jeune fille ne peut être comparée à celle d'une femme. En revanche, leurs âmes, si. N'est-ce donc pas de leur personnalité dont parlent les frères Grimm? Blanche-Neige est évidemment plus belle au fond de son âme que sa belle-mère, puisque cette dernière est corrompue par l'orgueil et la jalousie, travers qui l'amènent à la rage et à la haine. Elle était belle, mais fière et hautaine, à ne pouvoir souffrir qu'aucune autre la surpassât en beauté. D'ailleurs, plus d'une fois dans le conte, la belle-mère est estampillée sorcière. Cette figure, à la fois historique et fantastique, traduit la laideur, intérieure en l'occurrence, et la méchanceté d'une femme. Cette vilainie intérieure va jusqu'à prendre l'aspect du cannibalisme et de l'anthropophagie. Le foie et les poumons furent présentés à la reine, qui les fit bien assaisonner et cuire, et la méchante femme crut manger la chair et le sang de Blanche-Neige. Dans ce conte, le chasseur a substitué les organes d'un marcassin à ceux de la fille du roi, mais ce désir de dévorer le foie et les poumons de sa belle-fille est bien réel. Son envie, sa jalousie et son besoin matérialiste la poussent à s'accaparer, à ingurgiter les organes d'autrui. Une question peut maintenant surgir. Pourquoi le foie et les poumons? Le foie appartient à l'appareil digestif. Il sert donc à assimiler la nourriture palpable, le matériel. Les poumons, quant à eux, représentent le souffle de la jeunesse, l'inspiration d'un air nouveau, d'un air pur. La belle-mère, par cet acte ignominieux, cherche à s'emparer de la vitalité et de la jeunesse de Blanche-Neige. Mais le conte ne se finit pas bien pour la belle-mère, puisque, comme nous l'avons vu en amont, elle finit par mourir. Il lui fallut chausser ses pantoufles rougies au feu et danser avec. Elle fut condamnée à danser, jusqu'à ce qu'elle eût les pieds consumés et tomba roide morte. On lui offre des chaussons brûlants pour satiriser son envie insatiable et matérielle, qui vont la détruire par le bas, par les pieds, et la punir pour son comportement altier et hautain. Ainsi, s'accrocher à l'aspect physique mène inexorablement à la désillusion ou, pire, à une souffrance létale. Au-delà d'une critique des personnes qui attachent trop d'importance aux choses éphémères, le conte évoque, avec pudeur, une étape cruciale dans l'évolution d'une fille, son passage à l'adolescence, l'atteinte de sa puberté et l'ébauche de sa sexualité. Le thème de la puberté est présent dès les premières lignes du conte. Une reine était assise près de sa fenêtre, au cadre d'ébène et cousée.
Et comme elle cousait et regardait la neige, elle se piqua les doigts avec une épingle, et 3 gouttes de sang en tombèrent. Le trio de couleurs, noir, blanc et rouge, se déverse sur l'ensemble du récit. Le blanc marque la pureté, la virginité et l'aspect religieux, divin. Le rouge, qui vient tacher la neige sous forme de gouttes de sang, est un signe avant-coureur des menstruations. Cette couleur renvoie à la passion, autant négative que positive, à la sensualité et à la sexualité. Le noir, finalement, incarne la mort, le deuil, le vide. Nous pouvons aisément voir ici le deuil de la femme quant à sa virginité, tachée par les gouttes rouges de l'hymen percé. De plus, nous pouvons remarquer dans le conte que le rouge n'apparaît qu'avec la douleur, la piqûre du doigt ou l'empoisonnement par la pomme. Cependant, il amène toujours au positif. La mère imagine sa future fille grâce à sa blessure, et Blanche-Neige rencontre le prince grâce à son coma. Le sang, que ce soit celui de la défloration ou des menstruations, peut être douloureux, mais amène inévitablement au plaisir et au développement de la femme. Ensuite, il s'agit de traiter de toute la symbolique autour de la forêt. Après que le chasseur a abandonné Blanche-Neige dans la forêt, elle se retrouve esseulée dans le bois. La forêt est le symbole de l'inexploré, des choses vierges de tout passage de l'homme, au sens humain comme au sens masculin. La forêt reflète également la divinité, le sanctuaire, la virginité sacrée. Le sacré peut d'ailleurs se voir dans l'accumulation du chiffre 7. 7 nains, 7 montagnes, 7 ans. La forêt est, d'un autre côté, la limite entre l'ici et l'ailleurs. Elle matérialise une frontière, une limite, un état transitoire. Blanche-Neige erre longuement dans ce bois, lieu de terreur et de confusion, comme le début de la puberté. Le corps change, évolue et paraît inconfortable ou étranger pour l'adolescent. Et c'est dans ce territoire que Blanche-Neige découvre la petite maison des nains. Elle doit alors en prendre soin. Si la forêt, sanctuaire sacré, évoque la virginité, le sexe inexploré de la fille, que peut représenter cette maison, seul petit renflement au milieu des arbres feuillus? Son clitoris? Peut-être. Si nous allons un peu plus loin, le fait de devoir laver cette maison, de la préparer, s'apparenterait tout simplement à la masturbation. Mais peut-être allons-nous trop loin. Il nous faut maintenant parler des hôtes de cette maison, les 7 nains. Tout d'abord, le nain exprime, par sa présence, l'imagination créatrice enfantine ou encore l'inconscient. D'un point de vue plus négatif, le nain peut équivaloir le démon par sa tromperie et son lien intrinsèque au cauchemar. Sa vie dans les tunnels souterrains est vue comme un voyage dans les méandres de notre cerveau. Ensuite, le nain peut être considéré comme un homme qui a cessé de grandir, c'est-à-dire un homme, ou plutôt un garçon, qui n'a pas encore atteint la puberté, la virilité masculine. Il ne ressent pas de désir sexuel et n'a Dieu que pour le matériel. C'étaient des nains qui cherchaient de l'airain et de l'or dans les montagnes. Ils ne représentent donc pas un danger pour Blanche-Neige, perdue dans cette forêt de l'incertain, sur cette lisière entre l'enfance et la puberté. Pour finir, le nain personnifie la sexualité masculine. Il est le symbole phallique qui s'enfonce dans les cavernes profondes, à la recherche d'un butin précieux, le plaisir. Les nains restent ici inoffensifs sexuellement, mais supposent l'éveil, chez Blanche-Neige, de ce qu'est l'homme au sens de mâle. Et alors que Blanche-Neige découvre son corps, des plaisirs silencieux et le sexe opposé, sa belle-mère tente de la corrompre, d'avilir sa beauté intérieure. La sorcière frappe par 3 fois. D'abord, elle se présente devant la porte de la maisonnette sous l'apparence d'une vieille vendeuse de lacets pour corsets. Blanche-Neige se fait tromper et ouvre la porte à la vieille dame. Celle-ci, en serrant le lacet trop fermement, l'étouffe. Nous pouvons interpréter cela comme le parent qui étouffe l'enfant et l'empêche d'atteindre sa puberté,
de vivre sa sexualité ou de devenir adulte. En outre, le corset est un vêtement qui souligne les courbes féminines. Le fait de l'asphyxier avec transmet l'idée d'écraser les formes naissantes de l'adolescente. Lors de sa deuxième attaque, la belle-mère adopte l'allure d'une vieille bohémienne. Cette fois-ci, elle convainc Blanche-Neige de lui ouvrir la porte en lui vendant un peigne empoisonné au préalable. Par cet acte, la belle-mère s'en prend à l'envie d'être belle et à l'envie matérialiste de Blanche-Neige. Pour sa dernière tentative d'assassinat, la belle-mère se déguise en vieille paysanne. Elle crée une pomme empoisonnée à 2 couleurs, blanche et rouge. Le symbole de la pomme renvoie au fruit défendu. Le fait de croquer la pomme, ce que fait Blanche-Neige, marque le passage de la vie d'insouciance de l'enfant à celle de l'adulte. La pomme revêt un aspect de désir, de tentation. Blanche-Neige s'étouffe avec le morceau de pomme rouge, qui renvoie à toutes les notions vues sur cette couleur. C'est le prince qui la libère de ce morceau bloqué dans sa gorge, du désir sexuel qui l'étouffe. Il la libère de cette forêt de la confusion et fait d'elle, sexuellement, une adulte. Un dernier élément peut être soulevé. Blanche-Neige est appelée fille de roi, ou fille tout court, avant sa rencontre avec le prince. Le prince, de son côté, est également nommé fils de roi lorsqu'il traverse la forêt. Cette formulation pourrait être une façon d'éviter de les estampiller vierges et puceaux. Après leur rencontre, Blanche-Neige est dénommée jeune reine. Ce changement de titre corrobore son dépucelage abordé avec la scène de la pomme. Ainsi s'achève mon analyse de Blanche-Neige, conte emblématique des frères Grimm. Passons à présent à ce que nous pouvons en retenir. Le conte est sûrement la forme la plus brute d'un récit, notamment en termes de symbolique. Cette sincérité avec le lecteur demande au conteur de travailler chaque symbole, chaque interprétation des éléments qu'il place dans son histoire. Qui pouvait se douter, à la première lecture, que cette jeune fille à la peau laiteuse narrait, par son escapade en forêt, la maturité sexuelle de la femme. Le brio d'un conte repose sur sa capacité à utiliser des objets, des lieux, des situations quasiment intemporelles afin de toucher le public, même 200 ans plus tard. Apprendre à comprendre et à interpréter les symboles d'un conte est un exercice parfait avant d'aborder ceux des œuvres plus contemporaines, que ce soit pour les films, les jeux ou les romans. Analyser les adaptations de ces contes, comme celle de Walt Disney en film d'animation, serait une suite bienvenue. Le message est-il toujours le même? Sur une durée d'1 heure et demie, le film se permet-il de creuser davantage les sujets traités? Ajoute-t-il des notions qui ont évolué avec le temps, comme l'apparition d'un baiser qui n'y était pas à l'origine? Tant de possibilités de recherche. Mais je vous confie cette partie. Mon analyse à moi se cantonne à celle du conte. Sur ce, je vous laisse avec les œuvres de votre enfance et les souvenirs qui y sont rattachés. Je fais le pari qu'après de tels propos, ils doivent commencer à se déformer dans votre esprit. Merci de m'avoir suivi, c'était Métaphore-moi ça.